travaillent dans une agence de presse ainsi que ceux qui travaillent dans ce journal. Aujourd'hui, au niveau des facteurs endogènes qui concernent plus précisément la Guinée, j'ai regardé sur le site internet de la HAC, Haute Autorité de la Communication, qui comptabilise 71 organes de presse, mais aujourd'hui, quand on regarde au niveau des kiosques, des tabliers, on ne peut plus constater justement la présence de ces 71 organes de presse. Il n'y a plus que 5 ou 6 qui diffusent régulièrement, comme l'a dit récemment Louis Célestin dans un article qu'il a publié sur Guinée News. Louis Célestin a cité quelques causes endogènes que je me permets ici de refracter. Il cite notamment le fait que les journaux n'étanchent plus la soif d'information des lecteurs. Il y a aussi une absence de culture de la lecture. Il y a une baisse du pouvoir d'achat. Il y a le taux d'analphabétisme. Il y a le développement des réseaux sociaux. Mais à tout ceci, moi j'insiste en particulier sur le fait que la presse écrite guinéenne n'a pas su s'adapter au numérique, parce que de toutes les presses écrites qui existent, enfin de tous les titres qui existent en Guinée, il n'y a que très peu qui disposent actuellement de sites web dans lesquels ils peuvent diffuser leur contenu ou proposer des versions numériques. Il y a aussi le fait que le journalisme en Guinée tel qu'il est pratiqué est devenu un peu dévalorisé de la part de certains journalistes. On cite notamment le journalisme alimentaire, ou le NANUM comme vous le connaissez, qui participe fondamentalement de la dégradation de la qualité des productions de contenu sur nos pages d'information. À ces deux facteurs exogènes et endogènes, quelle solution peut-on proposer? Donc si l'on constate que la presse écrite est un peu entre le marteau et l'enclume, du fait de la disparition de beaucoup de titres de presse, du fait aussi de la difficulté à s'adapter aux exigences du numérique, les solutions que l'on peut proposer ne peuvent pas être sans doute la panacée. Il faut pour la presse écrite guinéenne d'abord faire une révolution des mentalités qui consiste à faire accepter à l'opinion nationale qu'une information de qualité a forcément un coût, et donc il faut pouvoir par cela diffuser ou mettre en place des systèmes d'abonnement sur les pages, sur les sites web des organes d'information, ce qui n'est pas du tout facile, parce que quand on dit aux Guinéens qu'il faut acheter l'information, ils préfèrent plutôt aller sur les réseaux sociaux ou aller sur certains sites d'information, notamment la presse en ligne, Guinée News et autres, pour s'informer. Donc la tâche est infiniment difficile pour la presse écrite guinéenne, et je vous invite tous à regarder justement le témoignage qu'a fait Diallo Suleiman du Lynx sur les difficultés que vit actuellement son hebdomadaire et tous les autres organes de presse écrite. Il y a pour la presse écrite toujours la nécessité donc de créer des sites, de concevoir des sites internet pour leurs organes, la nécessité aussi de créer des applications telles que ces applications existent par exemple ailleurs. Quand on prend le journal Le Monde, il a une application à travers laquelle on peut effectivement consulter l'information. Il y a aussi la nécessité d'évoluer pour la presse écrite guinéenne avec les nouveaux formats d'écriture adaptés aux multimédia, c'est-à-dire la capacité à associer le son, l'image, mais aussi à produire des capsules vidéo brèves sur des thématiques assez précises,
tel que le fait par exemple des pure players ou des sites d'information comme But, comme Combini, etc. Il y a à tout cela la nécessité d'investir sur le plan technique, sur le plan humain, sur le plan des ressources économiques, donc des investissements assez colossaux que les organes de presse ne peuvent pas en fait couvrir uniquement avec la subvention qu'accorde l'État ou avec les maigres moyens obtenus à partir de la vente des numéros hebdomadaires. Il y a aussi la nécessité, là c'est pour l'État guinéen, de résorber le problème de l'érosion du lectorat, par la mise en place de politiques publiques efficientes qui incitent à la lecture. Je pense notamment à ce qu'a dit Ali Mousso, à l'intégration de l'éducation aux médias dans les cursus scolaires, notamment dans l'élémentaire, dans le collège et dans les lycées. Je pense qu'avec certaines des solutions qui sont à portée de main, la presse guinéenne pourrait se porter davantage mieux, la presse écrite guinéenne. Je vous remercie. Parlez-nous un peu de vos débuts avec le Lens en 92. Le Lens, on l'a créé il y a 30 ans. Et il a traversé toutes les difficultés que la Guinée a traversées. Il a vachement contribué à l'instauration de la démocratie réelle en Guinée. Et il en a payé le prix. Parce que on l'a invité dans les grands hôtels, mais on l'a invité aussi à l'hôtel 5 étoiles de Koronti à 2 reprises. Donc il y a des hauts et des bas. Et on a finalement obtenu quelque chose dans la liberté de la presse, parce que l'État lui-même nous a aidé à célébrer le 3 mai, la journée internationale de la liberté de la presse. C'est beaucoup. Et ils ont souligné hier qu'il n'y a pas de journalistes en prison. Ah oui, c'est ça, bravo. Mais la Guinée est arrivée à dépénaliser le délit de presse. Donc il ne doit pas y en avoir du tout. La liberté de la presse qu'on cherche pour donner du contenu à la liberté elle-même, au respect des lois et au respect de l'opinion publique. Que le pouvoir respecte l'opinion publique, que l'opinion publique respecte le pouvoir si elle est informée. Et c'est notre rôle de l'informer dignement, correctement. C'est la bagarre qu'on a menée depuis une trentaine d'années, je pense. En tant que précurseur de la presse privée en Guinée, quel est votre regard sur la liberté de la presse et que pensez-vous de la révolution numérique au sein de la presse? La liberté de la presse, elle n'est pas acquise une fois pour toutes. Elle est à conquérir à tout moment, quel que soit le niveau du pays. Aux États-Unis, on la conquiert tous les jours. En Russie, c'est la même chose, tous les jours. Ça dépend du niveau, auquel la liberté de la presse est. Mais elle n'est jamais statique. Tous les jours, c'est quelque chose que vous devez arracher. Et quand vous dirigez un pays, vous avez tendance à tout cacher. Eh bien, c'est à la presse de grignoter et de grignoter dignement pour sortir les effets et les méfaits de la gouvernance. Et donc, c'est un combat de tous les jours. Et la presse s'affirme quand le pouvoir respecte le citoyen et quand le citoyen respecte le pouvoir. Et dans cet échange-là, c'est la qualité de la presse qui parle. Parce que c'est elle qui est chargée d'informer. C'est pourquoi les médias, les intermédiaires entre le pouvoir et le public. C'est ça qui est bon. Donc, vous ne pouvez pas dire que la liberté de la presse est acquise une fois pour toutes. Vous ne pouvez pas dire que la liberté elle-même est acquise
c'est des choses à conquérir tous les jours. Je vous remercie. Alors, aujourd'hui, votre métier est confronté à, on va dire, l'invasion du numérique. Oui. Qui aujourd'hui, même avec un petit smartphone, vous pouvez prendre des photos. Est-ce que vous ne craignez pas la disparition de votre métier? Non, en fait, ça a disparu. La photographie a disparu. C'est que si tu n'es pas numérisé, même si tu es numérisé, en fait, nous, notre chose agrément, on doit collaborer. C'est nous qui devons fournir les images aux journaux et à la presse en ligne pour illustration. Mais chacun a son appareil photo. Personne ne nous demande fais-moi ce travail. Même si tu donnes une photo, on dirait ah, on l'a déjà. Donc on est là. On ne peut faire que ça, des expositions photos. Et avec ça aussi, on a une difficulté. Parce que tout ce qu'on a, c'est en analogie. Il faut qu'on n'est pas équipé, on a comme moins. Il faut qu'on ait l'équipement, de bons appareils photo, des ordinateurs, des scanners, pour prendre l'analogie qu'on a, on le remet au numérique. Mais on n'a pas de moyens. À la HAC, on nous donne un peu de la subvention depuis 2009. Ça, il faut reconnaître qu'on nous donne. Mais c'est insuffisant, ça ne peut pas acheter deux appareils. Ce qu'on demande à l'autorité, parce que le photographe, c'est l'homme du premier plan. Tu ne peux pas te passer de la photographie. Tu ne peux pas. Ça, au moins, que tu sois numérisé ou quoi, tu ne peux pas. C'est l'homme du premier plan. Quelle que soit la chose, le photographe d'abord. Mais ce photographe-là, il est négligé, il est oublié. On demande à ce que nous aide. D'abord, à former les jeunes, parce que nous sommes vieillissants, pour préparer la relève. Et l'équipement. C'est tout ce qu'on demande. Maintenant, on a besoin de ces deux choses. Qu'on forme les jeunes, qu'on ait l'équipement. Par exemple, à l'heure là, la photographie de presse n'existe pas sur le plan officiel. À la présidence de la République, où le photographe doit avoir le secret de la photo de la présidence, c'est des privés qui font. Ils ne sont pas de notre association. C'est des gens qu'on ramasse comme ça, on envoie parce que c'est des parents qui sont à la présidence. Or, il y a des gens que l'État a agréés. Mais utilisent ceci. Maintenant, les autres, maintenant, tu viens avec ma carte de la HAC, je viens au palais de la présidence, on ne me permet pas de rentrer. C'est le photographe qu'ils ont pris qui a accès. Heureusement, avec les militaires, ils ont ordonné, ils ont gardé les photographes de l'armée. Mais à part ça, il n'y a aucun n'est agréé pour faire la partie officielle. Donc tout est mélangé. Dites-nous comment est-ce que l'AGP travaille et quelles sont les révolutions opérées au sein de l'AGP. L'AGP, à l'époque, on a commencé en 1960. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et on produisait des bulletins d'information et on émettait par ondes décamétriques dans les autres agences. Les autres agences aussi envoyaient leurs nouvelles et on a continué dans ça jusqu'à nos jours. Comme c'est perfectionné, nous sommes dans la nouvelle technologie maintenant. Donc quand on restait dans ça, on ne pouvait pas travailler. Mais maintenant avec la nouvelle technologie, vraiment tout va bien. On travaille très bien avec les autres agences et les médias de la place. Parce que l'AGP
collectent des informations, ils traitent et ils diffusent. Ils donnent des nouvelles aux autres agences. Avant, les gens venaient dans les départements ministériels, l'État s'imposait pour que tout le monde soit abonné à l'agence guinéenne de presse, les médias de la place, pour ne pas que les informations soient de pêle-mêle dans le pays. Donc là, je peux travailler maintenant sur une nouvelle base de technologie nouvelle. Quelles sont vos recommandations pour la révolution numérique des médias guinéens? C'est vraiment c'est très bon parce qu'il y a la fiabilité, parce que quand vous attendez l'information, il faut qu'il y ait la fierté, la logique et de performance. Donc on dit à tout un chacun des médias, c'est-à-dire la presse, ce n'est pas n'importe quel organe. La presse joue son rôle, c'est la presse, le libérateur, c'est la presse qui éclaircit le pays. Voilà, il y a des choses qui sont exposées là, faites-nous un petit commentaire par rapport à ça. Les choses qui sont là, vous voyez, ça c'est les tectilos, c'est ancien. À l'époque, on travaillait sur ça à l'aide des calques. Les calques veut dire les copies, quoi. Quand tu fais la frappe, il y a les copies derrière. Donc, vous voyez les appareils là aussi, agrandisseurs photo. En ce moment, il y avait les photos noir-blanc. C'est pourquoi, quand tu travailles avec ça, les trucs ne se détériorent pas vite. Photo noir-blanc est plus garantie qu'elle en couleur d'aujourd'hui. On peut garder longtemps. Et ça aussi, vous voyez les disques de Moudia Makeba, Keta Fodeba, les ballets africains. Donc on jouait ça à l'aide des appareils phono. Là, on ne met pas de pile ni branché sur le courant. On remonte quoi. Ça joue jusqu'à un certain temps et puis ça se... Bon. Ça, c'est des émetteurs-récepteurs. On émettait par onde décamétrique à l'aide des téléimprimeurs aussi. À l'aide des téléimprimeurs, quand ça vient, on envoie des nouvelles ailleurs, les autres recevaient avec des antennes à fouet. Mais actuellement, ça, on ne joue plus avec ça parce que c'est un peu ancien. C'est trop ancien maintenant. La radio rurale se porte bien, elle a été créée en 89 comme je vous ai dit. Et au départ, il y a une première station régionale qui est la station de l'Abbé. Ensuite a suivi la station régionale de Cancan, après celle de Kindia et Zérekouré. Mais de nos jours, après les 4 stations, là, on a au moins 35 stations. En tout, on a 35 stations en dehors de... En tout cas, toutes les radios rurales aujourd'hui nous constituent 35 stations. Et comment est-ce que se porte la radio rurale? Elle se porte très bien. Elle se porte très bien. Malgré les difficultés, elle se porte très bien. Quelles sont les difficultés auxquelles la radio rurale fait face? Bon, les difficultés majeures, c'est qu'on a un problème de source d'énergie. Il n'y a pas d'électricité dans les zones rurales. On évolue avec des groupes électrogènes. C'est le carburant et dont les prix varient d'une localité à une autre. Donc il y a aussi des problèmes de vétusté des matériels. Les équipements sont un peu vétustes, mais nous agissons et nous travaillons. Aujourd'hui, la presse a tendance à migrer vers le numérique. Et qu'en est le cas de la radio rurale? Oui, la radio rurale aussi évolue comme ça. Nous avons des équipements qui sont vétustes, comme je vous ai dit, mais il y en a qu'on est en train de changer petit à petit pour s'adapter au monde numérique aussi. La journée internationale de la liberté de la presse a été célébrée le 3 et a différé en Guinée le 4, le 5, le 6. Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez de cette célébration et qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette célébration? Je pense qu'elle est toute normale, la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse. Et à cette occasion, vraiment, les patrons des médias, moi je pense que devraient saisir cette occasion-là pour en tout cas rencontrer les autorités de la transition, bien qu'il y a des rencontres, mais évoquer surtout le cas des reporters qui souffrent aujourd'hui sur le terrain, surtout qui sont traités parfois comme des chiffons, il n'y a pas de considération
pourtant, c'est ces reporters-là qui font le gros du boulot parce que c'est les reporters qui vont à la recherche de l'information venir. Parfois, les présentateurs sont là juste pour donner un produit fini. Mais les reporters sont très souvent sur le terrain à la recherche de l'information. Donc il faut que les patrons de médias, les chefs, pensent un peu aux reporters à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, expliquer ce qui ne va pas. Laisser le côté qui va, peut-être il faut rappeler ce qui va, mais il faut surtout aller vers ce qui ne va pas et ce qu'il faut améliorer peut-être, parce qu'aujourd'hui on a tendance à confondre un peu le métier de journaliste à d'autres métiers. C'est comme si quand on n'a pas le boulot ailleurs, il faut venir dans le journalisme en tout cas pour ne pas rester à la maison comme ça et faire autre chose, alors que non, c'est un métier noble. Et donc il faut penser aux journalistes, il faut vraiment avoir quelque chose de professionnel, un travail professionnel. Il faut mettre les reporters dans de meilleures conditions de travail pour produire quelque chose de fiable, quelque chose de réel. Sinon, ce n'est pas possible. On ne peut pas travailler pendant qu'on a faim. On ne peut pas travailler pendant qu'on n'a pas d'outils de travail. On ne peut pas travailler correctement pendant qu'on n'a pas de matériel. Donc, il faut penser sérieusement aux reporters à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. C'est très important. Et que pensez-vous des conditions de vie, des conditions de travail des reporters guinéens? Parce que récemment, la presse solidaire a publié un rapport accablant sur des conditions de vie et de travail des journalistes en Guinée. Qu'avez-vous à dire à cet effet? Très difficile vraiment, parce que parfois on vous déploie sur le terrain, vous partez et ce qui était prévu à l'interne, c'est-à-dire dans votre rédaction, arrivé sur le terrain, vous êtes confronté à autre chose. Donc là, c'est le terrain qui commande directement. Et il y a un problème financier qui s'impose. Peut-être on vous a donné 10 000, on vous a donné 20 000, 30 000. Vous venez sur le terrain, vous trouvez toute autre chose. Là, c'est le terrain qui commande. Il y a des problèmes d'unité qui se posent, il y a des problèmes d'argent qui se posent, il y a des problèmes de matériel. Parfois, il y a des difficultés que vous-même... Mais quand vous revenez vide, sans quelque chose dans la main, on vous traite de quelqu'un qui est incompétent, alors que vraiment, pour aller jusqu'au bout de l'information, il faut fournir de l'effort. Donc là, le journaliste, quand il est sur le terrain, la compétence ou ce qu'on a appris à l'école, ça, on met ça de côté et on agit directement. Donc il faut vraiment que les patrons de médias, les autorités, les citoyens, qu'on pense un peu à la situation des reporters, qu'on leur facilite le travail. Il faut qu'on leur facilite parfois le travail parce que rechercher de l'information, ce n'est pas du tout aisé. Et le reporter, celui sait à quoi il est confronté sur le terrain, sérieusement. Oui, le cas des reporters est toujours évoqué. Vous savez, le combat de la presse est un combat, c'est le même combat. Je veux dire, la liberté de la presse, l'épanouissement de la presse, les conditions de vie et de travail des journalistes, ce sont des questions vraiment qu'on ne peut pas dissocier. Aujourd'hui, avec l'avènement de nouveaux médias, nous avons vu que ça a impacté quand même le traitement salarial des journalistes. Des médias qui ne payaient pas ont commencé à payer. Des médias qui ne payaient pas bien ont commencé à bien payer parce qu'il y a eu de nouveaux médias, il y a eu donc des opportunités de travail pour les journalistes. Donc pour maintenir certains journalistes, on a dû augmenter le salaire, on a dû aussi revoir le matériel de travail pour maintenir les journalistes qui travaillent au niveau de ces rédactions. Il y a aussi la convention collective. Dans la déclaration hier des associations de presse, il a été annoncé la poursuite des travaux de mise en place d'une convention collective qui va décider d'un salaire minimum pour tous journalistes. Il y a aussi la loi sur la liberté de la presse qui a 10 ans d'existence, la loi de 2010, et qui va devoir être toilettée et qui va désormais prendre en compte d'autres types de médias comme les téléweb et prendre en compte beaucoup d'autres aspects qui ne sont pas pris en compte dans la loi sur la liberté de la presse qui existe, ce sont des éléments qui vont forcément impacter la liberté de la presse, qui vont impacter les conditions de vie et de travail des journalistes. La Haute Autorité de la Communication avait fait l'honneur aux associations de presse de les associer à la mise en place d'un code de bonne conduite qui est rédigé. Le président de la HAC nous a annoncé hier que ce code de bonne conduite va être mis à disposition à partir de la semaine qui s'annonce. Voilà donc des éléments qui vont forcément impacter les conditions de vie et de travail
des reporters, des journalistes, des techniciens, de tous ceux-là qui interviennent dans le domaine des médias. Il n'y a pas de singularité quand on parle des médias, il n'y a pas les patrons, les reporters, les techniciens, les tels. On parle des conditions de vie et de travail de l'ensemble de la corporation. C'est pourquoi on a aussi rappelé hier dans la déclaration des associations aux nouvelles autorités de faire en sorte que les redevances que les médias audiovisuels payent à l'État, qui ont accru de façon extraordinaire, et que ces redevances-là soient revues à la baisse pour permettre aux médias de supporter les charges et d'offrir en tout cas quelques commodités aux journalistes qui y travaillent. Il y a la subvention qui est accordée aux médias. Le président de la transition a promis de revoir ça à la hausse dans le cadre de la loi de finances qui s'annonce, la loi de finances rectificative. Voilà donc quelques éléments qu'il faut défendre, mais il n'y a pas les conditions des journalistes à défendre ici, les conditions des patrons à défendre par là et les conditions des techniciens à défendre de l'autre côté. C'est unis que nous menons notre combat pour une presse épanouie, une presse responsable et une presse qui joue son rôle, qui est de rester une sentinelle et qui est la porte-voix des sans-voix.